Aujourd'hui, on va parler de stricte convexité. Sur un espace réel, on va se mettre en dimension finie, mais bon, juste comme ça, mais sinon, beaucoup de choses peuvent se dire aussi en dimension infinie. Quand est-ce qu'elle arrive, la stricte convexité? On voit à l'écrit que la stricte convexité intervient quand les axiomes de la norme ne peuvent pas apporter plus. Et généralement, c'est dans des problèmes d'unicité, c'est-à-dire que de points de contact uniques entre des objets. Vous voyez que si c'est juste convexe, on pourrait avoir des points de contact non uniques. Et si deux choses sont strictement convexes, alors il va y avoir des points de contact uniques ou des distances minimales entre un point et un objet atteint en un point unique. Ça, on voit que c'est des histoires de stricte convexité. Donc ça part évidemment toujours d'une intuition géométrique, stricte convexité, d'accord, ça veut dire quelque chose pour nous. On met dessus des axiomes qui sont au niveau des fonctions. Et là, ce qu'on va raconter aujourd'hui, c'est ce passage entre le monde des fonctions et le monde des objets géométriques et le passage inverse entre le monde géométrique et le monde des fonctions, qu'on appelle dualité. D'accord. Alors, dualité, on l'appelle dans les espaces vectoriels de dimension finie. Là, ce passage entre les fonctions linéaires ici et les espaces vectoriels, eh ben, c'est carrément une autoroute, hein, d'accord, qui va dans un sens et dans l'autre, une autoroute gratuite en plus. Il y a aussi dans les groupes abéliens finis, où il y a une telle autoroute. Hein. Mais sinon, en général, c'est des petits chemins, hein, parce que ici, par exemple, on va parler des normes. Les normes ne sont pas des applications linéaires. Hein, donc, et on va essayer de retrouver des propriétés géométriques à partir de propriétés fonctionnelles et inversement. Il y a déjà une playlist sur les normes, hein, d'accord, et une partie de ce tableau-là, c'est dans la playlist, donc on va passer très rapidement. Mais voilà, là je vais rajouter une petite chose, qui est la stricte convexité. Une norme sur E, elle est dite strictement convexe si, à partir du moment où n plus v égale à n de u plus n de v, donc c'est ce qu'on appelle le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, c'est une expression consacrée, on va rajouter u et v différents de 0, l'histoire d'éliminer les cas un peu neuneux. Et bien, si et seulement si v est égal à lambda u avec lambda dans R+. C'est-à-dire si u et v sont positivement collinaires. Voilà. Alors, regardez bien, hein, vous prenez la norme, il y avait la séparabilité, il y avait l'homogénéité, il y avait l'inégalité triangulaire, d'accord? Donc ça c'est le cas n de x égale 0, ça c'est n de lambda x, ça c'est l'inégalité triangulaire, et il y a en plus, maintenant, un petit truc en plus qu'on peut demander à une norme, mais c'est facultatif, la stricte convexité. Et voilà, ça ce sont des fonctions sur l'espace, c'est des fonctions de E dans R. Mais on peut, en fait, au départ, tout ça part d'une intuition qui est géométrique, c'est-à-dire les boules. D'accord? Donc la boule, même, B01, la séparabilité est liée au fait que la boule, hein, d'accord, donc elle va contenir forcément 0, mais elle va contenir un espèce d'ouvert autour de 0. Alors, ouvert, c'est pas encore inventé, puisque c'est la boule qui définit la topologie, donc il faut faire attention à ne pas se mordre la queue, et on va dire contient un hypercube. Un hypercube, on pourra toujours autour de 0. Voilà. Donc c'est ça la séparabilité, telle qu'on peut la toucher, en quelque sorte, hein, concrète. L'homogénéité, on l'a vu aussi, c'est la symétrie de cette boule sur un segment, hein, par rapport à O. Et l'inégalité triangulaire correspond au fait que la boule est convexe. Donc la bonne vieille définition de la convexité. Et donc ce qu'on a dit, c'est que inversement, hein, à partir d'une boule qui a toutes ces propriétés, on va pouvoir retrouver une norme, définir à partir de la boule, hein, avec des min et des max, et des homothéties sur la boule 0,1, on va pouvoir définir une norme, hein, qui, elle, sera séparable, homogène et qui vérifiera l'inégalité triangulaire. D'accord? Donc cette espèce de funiculaire
entre fonction et objet géométrique, mais surtout pouvoir revenir inversement, comme ça c'est quand même assez agréable. Maintenant, la stricte convexité, ce dont on veut parler aujourd'hui, voilà de quoi on va parler. La stricte convexité, ça va vouloir dire que la boule, elle est strictement convexe, hein, c'est-à-dire que, en gros, quand on va prendre ici sur le bord deux points différents sur le bord de la boule, ici donc sur la sphère unité, alors l'intervalle ouvert entre les deux points, si j'ai pris, hein, je prends les deux points distincts, l'intervalle ouvert n'intersecte pas le bord, la sphère. C'est pas comme ce qui se passerait si on avait un carré ou un hypercube. Hein. Donc en fait la norme infinie ou la norme 1 n'est pas strictement convexe, elle est convexe, mais pas strictement. Vous voyez que les bords contiennent des segments. Voilà. La topologie, c'est intéressant de poser la question, est-ce que la topologie voit la stricte convexité? La réponse est non, hein, parce que de toute façon, on est en dimension finie, c'est pour ça que je me mets en dimension finie, pour voir des topologies équivalentes. Les topologies sont de toute façon toutes équivalentes. Tu as une norme strictement convexe ou non strictement convexe, tu définis la même topologie, il n'y a rien qui va différencier, elle est aveugle à la stricte convexité. Voici la proposition qui va faire passer justement de là à là et inversement. D'accord ? On part de cette définition et en fait, la proposition c'est qu'une norme est strictement convexe si et seulement si, à partir du moment où n de x et n de y est égal à 1, donc c'est mes deux points sur le bord, d'accord, avec x différent de y, je les ai pris distincts, alors n de tx plus 1 moins ty est strictement inférieur à 1. C'est-à-dire que cet intervalle ouvert est strictement à l'intérieur du disque, d'accord, et dans l'intérieur du disque, pour tout t entre 0 et 1, évidemment, là c'est ouvert. Voilà, donc on a ici le petit dessin. L'implication. Alors on veut montrer que si on a ça, on a ça. Donc on va supposer qu'on a ça, et n de tx plus 1 moins ty, a priori, il est inférieur à n de tx plus n de 1 moins ty. Comme t et 1 moins t sont positifs, j'ai le droit de les sortir, ça fait t n de x plus 1 moins t n de y. D'accord ? Mais n de x ça fait 1, et n de y ça fait 1, donc tout ça, ça fait 1. Donc déjà, on est sûr que n de t est inférieur ou égal à 1. Maintenant, donc déjà, on y est presque. Supposons par l'absurde que ce soit égal à 1. Si on a égal, donc on a égalité ici, ça veut dire qu'on a égalité ici. Et si on a égalité ici, je peux appliquer que V est égal à lambda U. C'est-à-dire que lui est égal à lambda fois lui. Mais ça veut dire que Y est égal à un certain lambda prime fois X. Et comme t et 1 moins t sont positifs et que lambda est positif, vous voyez bien que lambda prime est positif. Et maintenant, comme n de y est égal à 1 et n de x est égal à 1, la seule possibilité, c'est que valeur absolue de lambda prime est égale à 1, par simplification et homogénéité de n. Et comme lambda prime est positif, ça fait lambda prime égale 1. Lambda prime égale 1, ça veut dire y égale x, mais on avait supposé que y était différent de x, donc c'est absurde. Voilà. Donc on a bien ceci. Maintenant, la réciproque. La réciproque est un peu plus fine. On va supposer qu'on a une boule strictement convexe et on veut montrer qu'on a une norme strictement convexe. Donc ça passe de la géométrie aux fonctions. Et là, c'est un petit peu plus fin, mais en même temps classique et à bien photographier. Vous posez, donc vous voulez montrer que si n de u plus v égale n de u plus n de v, alors v est proportionnel à u, positivement proportionnel à u. Vous posez x égale u sur n de u, de toute façon u et v on les a supposés non nuls,
y égale v sur n de v, z égale u plus v sur n de u plus v. Ce qui veut dire que x et y sont bien de norme 1. Je les ai normalisés. Mais z est aussi de norme 1. Ça, c'est intéressant. Alors, en utilisant le fait que n de u plus v est égal à n de u plus n de v, qui est l'hypothèse ici, ben, je montre que z est sur le segment xy. Parce que z est égal à tx plus 1 moins ty, il suffit de poser t égale n de u sur n de u plus v. Effectivement, hein, c'est exactement, vous allez avoir u plus v sur la gauche et u plus v égale à u plus v en multipliant par n de u plus v et en remarquant ceci, ça va vous donner u plus v égale u plus v. Bon, voilà. Donc z est là-dessus et maintenant on peut remarquer que n de z égale 1. D'accord? Voilà. Donc comme n de z égale 1, bah, si n de z égale 1 alors qu'il ne devrait pas être égal à 1, c'est donc qu'on n'a pas les hypothèses. Bon, t, il est bien compris entre 0 et 1, strictement plus petit que 1, d'accord? Puisque u et v sont non nuls, ça, c'est pas un problème. Donc la seule hypothèse qui flanche, c'est x différent de y. Donc ça veut dire que x égale y. D'accord? Voilà. Donc on a x égale y, d'après ça, et x égale y, d'après ce qu'on a posé sur la relation entre x et u, y et v, bah, ça nous donne que v est proportionnel à u avec une constante de proportionnalité qui est forcément positive parce qu'on n'utilise que des coefficients positifs ici. Voilà. Donc cette vidéo était là pour créer une petite autoroute à deux voies entre ces deux mondes. Alors avec chaque définition, évidemment, il y a les outils qui vont avec. Alors, bon, à part cette autoroute-là qu'on vient de créer, bon, qui est plus qu'un outil quand même, c'est quand même un objet fondamental. Là, ici, les petits outils, le petit outillage. Bon, d'abord, savoir qu'il y a des normes NP, hein, d'accord, sur R puissance n, donc la somme sur I des valeurs absolues de xi puissance p et le tout puissance 1 sur p, avec la norme infinie, c'est le max. Bon, ben, NP est strictement convexe, la norme NP, donc ça on montre que c'est une norme, c'est strictement convexe si et seulement si P est strictement compris entre 1 et l'infini. Donc, pour P égale 1, ça ne va pas être strictement convexe. Pour P égale l'infini, ce n'est pas strictement convexe. Et on voit tout de suite sur la boule, parce que la boule, elle contient, le bord de la boule, la sphère, contient des segments. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que ça, du coup, ça posait un gros problème à la stricte convexité de la norme. Alors maintenant, comment on montre que NP pour les autres sont bien strictement convexes? Ben là, on peut justement passer en mode géométrie. Bon, alors par exemple, là, en dimension 2, hein, d'accord, il faut juste montrer que la sphère, on regarde directement du coup sur la sphère, que elle définit ici une courbe qui est strictement concave ici et convexe ici, d'accord, et ça revient à l'étude de cette fonction-là sur la partie positive, racine pm de 1 plus xp sur x compris entre moins 1 et 1, et ça revient à regarder la dérivée seconde et de montrer qu'elle est strictement négative. Ben, quand p est strictement plus grand que 1, effectivement, on voit que la dérivée seconde, elle est strictement négative là-dessus. Voilà. Après, pour le cas général, on peut le faire avec l'utilisation peut-être de l'inégalité arithmético-géométrique, mais ça reste des problèmes de convexité, des propriétés du logarithme, de convexité, de stricte convexité du logarithme, d'accord, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir faire aussi dans la stricte convexité, c'est savoir passer de barycentre, hein, donc on avait vu qu'il y avait des problèmes de TU plus 1 moins TV, de barycentre à 2 points à des barycentres à plusieurs points. Et ça, bah, voilà, quand on a un problème maintenant où les n de ui sont tous égaux à 1 et on veut regarder la somme des TI UI avec somme indice I de TI
égale 1, les TI étant tous strictement positifs, eh ben, on pense à l'associativité du barycentre, on va diviser ça en deux, on va isoler un TN-UN, et puis le reste, on va le voir comme un seul élément, mais pondéré de sigma de TI, c'est-à-dire T1 jusqu'à Tn-1, pour un seul élément, un nouvel élément qui va apparaître. Donc c'est de l'associativité du barycentre. Il ne va pas être de norme 1, mais on peut le normaliser en utilisant l'homogénéité de la norme. Donc ça, c'est des petites techniques que vous pouvez développer. Donc pensez souvent à utiliser la normalisation pour pouvoir regarder ça. Ça, c'est une astuce assez classique, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la preuve, qu'il faut bien regarder. Maintenant, surtout, le plus important, c'est de regarder le cas N2, de la norme N2. Pourquoi? Eh bien, parce que la norme N2, c'est la norme quadratique, et elle a une forme bilinéaire associée, N2 de U au carré, c'est U. Donc, ça nous fait N de U plus V carré égale N de U carré plus 2 B de U V N de V carré. Bon, B, oui, on va l'enlever, c'est la forme bilinéaire associée, mais je l'ai noté comme ça. Voilà, alors ça c'est ce qui va être important. Vous pouvez par exemple, comme exercice, montrer la stricte convexité de la norme, d'accord, en disant, bah oui, si on a n de u plus v égale n de u plus n de v, bah vous allez avoir tout de suite que uv sera égal à norme de u, norme de v. Voilà, directement. Et donc que le cosinus de uv va être égal à 0, et donc que U et V sont bien alignés, et comme θ, l'angle entre U et V est nul, pas pi, ils sont alignés dans le même sens, donc ils sont positivement alignés. Donc ça, c'est assez facile de faire ça en exercice, prouver avec de la linéarité la stricte convexité de la norme. Voilà. Bien sûr, géométriquement, donc on veut avoir quelque chose de géométrique, eh ben, il y a le théorème de Pythagore, c'est le cas particulier où U et V sont orthogonaux et où n de U plus V carré est égal à n de U carré plus n de V carré, parce que ça fait 0. D'accord? Et ça nous donne des choses souvent, par exemple quand on veut connaître la distance d'un point à un hyperplan, bah forcément il faut regarder le projeté orthogonal. Et c'est Pythagore qui va nous aider à montrer que le minimum de la distance, c'est bien pour le projeté orthogonal. Et ça, pourquoi c'est vrai? C'est vrai, bien sûr, par stricte convexité, mais la norme 2, avec ce côté-là, nous apporte des raccourcis, et avec Pythagore, par exemple. Bon, et puis, il y a encore un autre truc typique de la norme 2, c'est que les différentiels, là on a calculé, on s'est limité, parce qu'on n'a pas voulu calculer des différentiels, mais on s'est limité ici au cas en dimension 2, mais la différentielle en dimension n pour n2, c'est vraiment très facile. Vous prenez f de u égale uu, d'accord, comme fonction, elle est différenciable, et la dérivée en u de f appliquée en h, c'est 2 fois B de UH, ou simplement UH ici. Pourquoi? Parce que vous avez ici, ce truc-là, ça c'est n de U au carré, donc il faut regarder la fonction n de U au carré, et vous remplacez V par H, vous regardez en U, et là vous avez F de U, et là vous avez la différentielle en H. Ça c'est la partie quadratique, donc elle ne nous intéresse pas. Pour la différentielle, on regarde juste la partie linéaire en H, et on voit que c'est 2 UH. Et donc, c'est ça qui va nous prouver, par exemple, que souvent, quand on va vouloir minimiser une distance, pour prendre une fonction minimale, il va falloir prendre des différentiels, et qu'on va trouver souvent, dans les minimums de distance, on va souvent trouver des tangentes, des axes perpendiculaires, en tout cas, à la tangente. Voilà des petites choses sur la stricte convexité, c'est du petit outillage que je balance comme ça, pour que ce soit vite vu et vite digéré. Je pense que c'est pas trop difficile, c'est assez simple à comprendre.